Ville de Québec opère ou fait opérer un incinérateur qui est là pour faire, si on veut, le sous-cyclage, parce que on récupère l'énergie des déchets qui sont brûlés, en partie, pour remplacer des carburants fossiles ou d'autres combustibles pour fournir la vapeur à une papeterie, puis en fait deux usines de papier qui auraient autrement à brûler du gaz naturel. On dit aussi que l'incinération, c'est quelque chose qui pourrait être produire des produits de revalorisation, donc en chaleur, en vapeur. C'est un cycle court, la vapeur, pour l'incinérateur. C'est qu'on va prendre cette vapeur-là, on va l'envoyer à la papetière, et puis, en fait, aux papetières, la Paper White Birch ou Glassine, sauf que eux, ils vont l'utiliser, puis pouf, ils vont la rejeter dans l'atmosphère. Fait qu'il y a une revalorisation unique, et puis on n'a pas réaccès à cette matière-là. Et les améliorations qu'on pense apporter à l'incinérateur vont réellement avoir un effet très positif sur cet équipement-là. Et surtout, on va dériver la matière organique qu'on brûlait dans l'incinérateur vers un complexe de biométhanisation. C'est-à-dire que là, on va utiliser les déchets, non pas pour faire des déchets organiques, non pas pour faire de la chaleur, parce que c'est pas très bon pour faire de la chaleur, étant donné qu'il y a beaucoup d'eau dedans. On va l'utiliser pour faire du biogaz. Et le biogaz va être réinjecté dans le système de transport du distributeur Énergir, et il va se substituer à du gaz naturel fossile qui nous provient d'Alberta ou qui nous provient des États-Unis. Donc, il y aura une diminution des impacts qui est très claire et avec une digestion des matières organiques qui va permettre de conserver, c'est encore du sous-cyclage, mais qui va permettre d'avoir un terreau, lequel terreau va permettre de recycler les éléments nutritifs et les remettre sur des sols agricoles. Le principal problème, là, il y a pas mal un accord là, dans les groupes environnementaux de la circonscription par rapport à l'utilisation de la biométhanisation pour le traitement des boues, par exemple, des boues municipales. C'est une matière qui est homogène, qui est liquide, et c'est une technologie qui est éprouvée. C'est quelque chose qui ressemble à ce qui se fait à Saint-Hyacinthe et qui marche bien. Là où il y a un problème, c'est quand c'est dans l'idée de vouloir faire traiter au centre de biométhanisation les résidus de table, ce qui normalement irait dans le compost, les matières organiques du compost. À Saint-Hyacinthe, ils ne le font pas. Ils n'utilisent pas leur usine pour ça parce que ça ne marche pas bien. Ils décident plutôt d'envoyer ailleurs leurs matières résiduelles se faire composter. Et nous, on pose la question, en ce moment, le projet qui est sur la table, c'est pour traiter tout. Et on pose la question, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un autre projet pour les résidus de table organiques à Québec que les envoyer dans le centre de biométhanisation qui, toutefois, pourrait avoir sa pertinence pour le traitement des boues d'usine. Alors, ce n'est pas un projet qui est en soi, la biométhanisation, mauvais pour l'environnement, sauf que c'est un projet qui, selon l'avis de beaucoup de groupes citoyens très soucieux de l'environnement et très renseignés, beaucoup de scientifiques dans ces groupes-là, et dans les conseils de quartier, il y a 3 conseils de quartier quand même qui appuient aussi l'audience publique d'un BAP, Vieux-Limoilou, Mézeray, puis Saint-Roch. Donc, c'est beaucoup de gens et ils veulent avoir l'occasion de s'exprimer là-dessus. Ils veulent avoir une réelle influence sur ce qui va se passer. Ils veulent qu'on se re-questionne vraiment sur à quoi va servir ce centre-là et quelle ampleur il doit avoir. Donc, si je comprends bien, votre groupe, vous militez pour qu'il y ait un bac brun à Québec, dans le sens comme il y en a à Lévis, comme il y en a dans d'autres villes, pour que les matières, les restes de table soient, si on veut, triés à la maison et amenés au compostage. Vous ne pensez pas, parce que la ville, si je comprends bien, c'est qu'elle veut tout envoyer dans les poubelles, dans des sacs différents, puis trier ça par la suite. Effectivement, la ville a opté pour une solution qui repose entièrement sur la technologie. D'accord? Nous, ce qu'on propose, en fait, c'est une variété de solutions. Donc, le compostage, c'est quand même une technologie qui existe depuis plus de 5000 ans, il faut se le dire, OK? Donc, on le maîtrise. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de diversifier la façon dont on va gérer nos matières résiduelles et d'utiliser les bons modes de traitement avec les bons types de matières.
personne ne s'opposerait à l'incinération des déchets médicaux parce que, justement, on veut empêcher que des virus soient libérés dans l'air. Donc, ici, on parle exactement du même genre de processus. On veut pouvoir disposer de la matière résiduelle alimentaire de la meilleure façon possible et aussi à un prix compétitif. À Lévis, présentement, ils le font pour 55 $ de la tonne et nous, à Québec, ça va nous revenir à 160 $ la tonne. Donc, nous, ce qu'on recommande au mouvement pour une ville zéro déchet, c'est d'utiliser, dans le fond, le plus tôt possible la sortie du cycle, la réintroduction dans le cycle. Et puis, on aimerait beaucoup que ça se fasse au niveau collectif. Dans le fond, le mouvement pour une ville zéro déchet ne va pas recommander d'avoir des brosses à dents en bambou qui vont pouvoir être compostables. On va recommander que, dans le fond, il y ait des mesures qui sont à l'échelle de la ville au complet. Donc, on refuse le plastique dans les sacs, on va vouloir la consigne des bouteilles de verre, on va vouloir, dans le fond, une meilleure gestion des matières résiduelles et puis, dans le fond, des politiques qui vont être à l'échelle de la ville, qui pourraient ultimement être au provincial et puis même au fédéral. Le méga-projet de la Ville de Québec ne laisse entrevoir qu'une réduction marginale des émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on veut, c'est s'assurer que toutes les questions ont été posées, que tous les points de vue aient été entendus pour s'assurer que le projet soit le meilleur possible. La biométhanisation a toutes les apparences d'un cheval de Troie qui permettra aux compagnies gazières de pouvoir conquérir de nouveaux marchés commerciaux, institutionnels, et ce, au détriment de nos énergies, des énergies renouvelables. Tous les déchets actuellement de l'agglomération urbaine de Québec sont transportés en camion vers les quartiers centraux, plus particulièrement vers le quartier Mézeray, Vieux-Limoilou. Donc, et l'incinération de ces déchets-là, ben, se répand à travers différents polluants dans l'atmosphère des quartiers centraux. Donc, il y a un impact direct. Par contre, souvent, on va parler de zéro déchet sans nécessairement comprendre le lien, mais ce lien-là est assez direct. Le temps est venu de mettre un frein à ce mauvais projet pour l'environnement, un projet qui subventionne des firmes d'ingénierie, de l'industrie des combustibles fossiles, un mauvais choix pour la Ville de Québec et un mauvais choix pour les gens de Limoilou. On constate que dans la Ville de Québec, pour ce domaine, on est assez en retard si on se compare à d'autres villes comme Vancouver, Montréal, Sherbrooke, Gatineau, qui ont adhéré à l'approche zéro déchet, qui travaillent à la réduction des déchets. En 2017, l'incinérateur de la Ville de Québec brûlait 280 000 tonnes de déchets. Et il faut se dire que l'incinération détruit les ressources. Pour nous, ça a toujours été très clair qu'il fallait vraiment lier la fermeture de l'incinérateur à ce qu'il fallait faire. Et pour nous, ce n'est pas juste un enjeu de fermer l'incinérateur de Limoilou pour en construire un autre ailleurs. Pour nous, c'est si on est contre l'incinération, c'est pas juste à cause des émanations toxiques, mais parce que l'incinération, finalement, rend bien trop facile de poursuivre le système où on surconsomme, où on surproduit, où les entreprises n'ont aucun compte à rendre, où les politiques à la fois gouvernementales ou municipales, finalement, sont insuffisantes pour faire en sorte qu'on réduise pour vrai la gestion de matières résiduelles. Si on veut, dans le fond, maximiser le cycle de vie des produits, bien, il va falloir intercepter le plus tôt possible, dans le fond, le produit pour le retourner dans le cycle. On peut penser à une réutilisation directe, donc c'est quand mon objet, je peux le reprendre et puis je vais le réutiliser, soit moi, soit quelqu'un d'autre. On peut penser aussi à la réparation des objets, on peut penser aussi à, dans le fond, les objets partagés, comme mettons la patente là, qui est dans Limoilou, là, qui est un organisme qui va, dans le fond, prêter des outils et puis, dans le fond, ça crée une minimisation de la consommation. Si on n'est pas capable de réutiliser l'objet tel quel, on va le recycler. Recycler, c'est qu'on va prendre sa matière, ses composantes, et puis on va les réintroduire dans le cycle. Dans le fond, le verre en est un bon exemple. On peut le réutiliser sous forme de bouteille. On peut aussi le recycler, le refaire fondre, et puis le verre, ça se recycle à l'infini. Il n'y a pas de dégradation de la matière comme le plastique. Si on est une coche plus loin encore, on peut revaloriser la matière. Dans le fond, revaloriser la matière, c'est qu'on va la prendre et puis on va la remettre dans un autre cycle.
Et la nuance est importante parce que au lieu de pouvoir cycler dans le même produit, ce qui va se passer, c'est qu'on va être obligé de prendre la matière, on va la dégrader, on va la transformer. Encore une fois, l'exemple du verre, c'est que cette matière-là, elle va être revalorisée en étant concassée, en étant introduite dans du béton, dans des bancs de parc, dans toutes sortes de matières. Mais c'est pas du recyclage, pas de la réutilisation, il y a une dégradation de la matière. Donc on ne peut pas le faire à l'infini. Et donc, un des problèmes qu'on a, c'est qu'à partir du moment où on prend ces produits qui sont non biodégradables et on les met dans la nature n'est pas équipée pour les recycler. Donc, une des choses qu'il faut faire, c'est passer de l'économie linéaire vers l'économie circulaire. Dans l'économie circulaire, on doit toujours extraire des ressources, mais à chacune des étapes, il faut prévoir faire quelque chose avec les déchets ou avoir une seconde vie pour les produits après usage. Cette seconde vie-là peut être de la réutilisation, peut être de l'économie de partage, peut être aussi du recyclage. L'économie telle qu'on la conçoit est une économie qui est un système linéaire qui va de l'extraction à la disposition. Okay? Donc, je vais chercher des ressources, je les transforme parce que les ressources sont rarement utilisables telles quelles. Si je coupe un arbre, normalement, je n'ai pas besoin de l'arbre, j'ai besoin des planches. Donc, il faut que j'enlève une partie que je n'utiliserai pas. Cette partie-là, je peux soit l'utiliser dans d'autres usages. Par exemple, je peux faire du papier avec des copeaux, utiliser les planches. Je peux faire de l'énergie avec l'écorce. Je peux faire du bois lamellé collé avec les petits bouts d'épinettes que je vais récupérer dans les cimes. Puis la nature va se charger du reste. Mais ça ne marche pas pour le plastique. Ça marche pas ça marche pas comme ça pour beaucoup de produits chimiques qui ont été créés par la technologie. Au Québec, on fait plus de la récupération que du recyclage. Les centres de tri récupèrent les matières et on les envoie souvent à l'étranger. Développer des marchés locaux permettrait la création d'emplois et également diminuerait l'empreinte écologique dans le transport des marchandises. Les innovations technologiques encourageraient des nouveaux marchés et des nouveaux emplois. Les impacts sociaux de l'approche zéro déchet sont très importants et les gens sont de plus en plus conscients de la portée de leurs gestes. Ils veulent participer au mouvement pour diminuer l'empreinte écologique. On n'a qu'à regarder les manifestations massives pour l'urgence climatique qui démontrent que les gens veulent faire leur part. Alors, développer des marchés locaux, ça se fait présentement à la Naudière. On réutilise les restes de revêtements de vinyle pour fabriquer des tuyaux. Et à l'hôpital de Joliette, on a investi dans des équipements pour dessécher les résidus alimentaires que l'on vend à un entrepreneur qui, lui, fait des toits végétalisés. Les industries auront leur part à faire également pour fabriquer des objets, des biens de consommation plus durables. Ce qui m'amène aussi à penser de qu'est-ce qu'on a en ce moment. Qu'est-ce qu'on a en ce moment, c'est ce que je vous ai présenté, c'est ce qu'on voudrait, c'est ce qu'on voudrait tendre vers. Dans le fond, là, en ce moment, on a des entreprises qui sont en quête d'argent. Le capitalisme fait que, par définition, une entreprise doit, dans le fond, accumuler du capital. Donc, on parle de notion d'accumulation. La décroissance, c'est ce qui se propose comme alternative. C'est qu'au lieu d'avoir une croissance infinie, qu'on va venir, dans le fond, dégrader le plus de matière possible pour générer le plus de capital possible, et puis toujours une augmentation de la consommation, on va réfléchir à comment faire pour, dans le fond, freiner ça. Freiner, dans le fond, la cueillette, l'extraction des ressources à l'infini qui sont potentiellement néfastes. Donc, une entreprise,
elle va agir sur les besoins. Tu sais, tantôt, j'ai parlé besoins, extraction, fabrication, utilisation, fin de vie. Donc, l'entreprise va faire du marketing pour avoir une influence sur les besoins. Elle va nous recommander en tant que consommateur des besoins et puis elle va nous aveugler aussi par rapport à nos besoins réels. Donc, on va se fabriquer en tant que citoyen des besoins qui sont non existants. On va vouloir avoir le nouveau gadget, le nouveau ci, le nouveau ça, le char toujours plus gros et puis, dans le fond, on va amener, dans le fond, notre consommation beaucoup plus élevée que ce qu'elle aurait besoin. Dans les stratégies de communication, de marketing, c'est de faire voir une entreprise plus verte qu'elle ne l'est réellement. On a l'exemple de la compagnie Nestlé qui a produit beaucoup d'emballages, de capsules de café, de bouteilles et qui a mentionné qu'elle voulait améliorer ses produits, les rendre réutilisables, mais d'ici 2025. Le mouvement Greenpeace a dénoncé cet horizon de 2025 et voudrait qu'il soit revu. Donc, la notion de déchet est une notion qui est essentiellement culturelle et c'est une notion qui est aussi technologique. C'est-à-dire que elle est culturelle parce que certains vont récupérer, vont trouver quelque chose à faire et à réutiliser le plus loin possible dans la chaîne. Et donc, quand on jette, on dit on jette nos choux gras, hein, nos grands-mères disaient on jette nos choux gras, bien, si on jette nos choux gras, il y a un lapin qui va trouver moyen de s'en nourrir. Bon. Et à quelque part, l'économie telle qu'on la conçoit est une économie qui est un système linéaire qui va de l'extraction à la disposition. Après ça, les entreprises, eux, vont faire de l'extractivisme. L'extractivisme, c'est d'aller chercher des ressources le plus intensivement possible au détriment des populations locales, au détriment de l'environnement, au détriment de la pérennité, dans le fond, de la capacité à produire. L'extractivisme, on peut le voir au niveau minier, quand que dans le fond, des compagnies minières vont complètement dénaturer des villes, vont complètement s'approprier des ressources parce qu'ils sont dans le sous-sol et non pas sur la terre. Donc, la propriété et pas par le citoyen. L'extractivisme, c'est vraiment quelque chose de terrible. C'est quelque chose qui va faire que, dans le fond, potentiellement, le modèle va s'effondrer et puis on va devoir aller vers une décroissance pour être capable qu'on puisse garder et conserver les ressources qu'on a parce que on n'a pas plusieurs planètes, là, on n'est pas encore rendu à aller dans l'espace pour malgré que ça, il y a des projets qui l'envisagent, là, dans le fond, d'aller chercher des minéraux et des matériaux à l'extérieur de la Terre, mais pour l'instant, on est avec notre planète qui est finie, et puis il faut en prendre soin. Et on est dans un contexte où il est minuit moins une pour la planète, et à Québec, on n'est pas capable de faire plus vite que ça. C'est ça qui, en tout cas, moi, personnellement, m'indigne. C'est de nous dire, oui, on s'en occupe, et là, on a des éco-centres mobiles, voyez, on a recommencé à financer le compostage communautaire. Mais ça, c'est des mesures que c'est pas en 2019 qu'il fallait mettre en place. Et donc, voilà, c'est que ça va beaucoup trop lentement. Puis ce que veut faire le mouvement pour une ville zéro déchet, c'est vraiment de s'assurer, de jouer le rôle de chien de garde pour que la ville fasse mieux, fasse plus et de mettre en lumière toutes les contradictions quand il y en a. Alors, c'est sûr que la Ville de Québec n'aime pas ça, mais qu'en 2019, alors qu'on le prévoyait le faire en 2005, qu'il n'y ait toujours pas de recyclage dans des centres communautaires appartenant à la Ville de Québec, dans des bureaux municipaux, que sur les rues principales, on n'ait toujours pas d'option pour mettre des matières au recyclage, qu'il n'y ait pas de cueillette, de compostage à Québec, qu'on finalement, alors qu'on est une des plus grandes villes du Québec, et que la Ville ait arrêté la sensibilisation qui était prévue en 2005. Parce que c'est sûr que ça ne se fera pas tout seul, et c'est sûr que tout le monde n'est pas au même niveau, mais si on veut, on ne peut pas se fier là, on ne peut pas juste laisser les individus porter ce poids-là. Et c'est pour ça que la stratégie zéro déchet, c'est important, parce que c'est vraiment de dire aux villes, et vous avez une responsabilité, mais que finalement, il y a des commerces qui jettent aux poubelles leurs cartons, que des entreprises suremballent.
et que finalement, on laisse tout ça aller sans encadrer, ben le zéro déchet, c'est bien beau que chaque personne décide de poser des gestes, mais finalement, ça n'a pas de poids quand on regarde la somme de matières qui, elles, se rendent à l'incinération, finalement, ne sont pas revalorisées ou recyclées. Alors, vous êtes venu porter des objets à l'éco-centre aujourd'hui, l'éco-centre de Saint-Roch, l'éco-centre mobile, il faut le dire, c'est pour les gens qui n'ont pas d'automobile. Oui, puis c'est parfait parce qu'on a un édifice de 62 condos où beaucoup de gens n'ont pas d'auto, puis c'est toujours un problème parce que les choses qui vont pas aux ordures se ramassent dans les parties communes, puis on se retrouve régulièrement là, encombré par ça. Ça engendre des frais. Il faut louer des camions pour aller à l'éco-centre. Ça fait que bien souvent, là, on se ramasse que les gens, ce qu'ils font, ils essayent de passer ça dans les vidanges. D'accord. C'est ça. Et ça a bien été pour vous? Bien là, ça va bien, mais là, j'essaye d'organiser quelque chose pour que ce soit des choses plus grosses qui soient ramassées. Plus grosses qui soient ramassées, mais c'est ça. Bien là, j'ai un problème parce qu'il y a un monsieur de la ville qui dit non, nous autres, on ne veut pas attendre, on couvre des secteurs. Puis si vous avez 12 divans et que je suis pris 20 minutes à ramasser ça ne rentre pas dans mes cédules. Il dit, ouais, mais j'ai dit, voulez-vous? Il dit, ouais, mais là, j'ai dit, il faut-tu étaler ça sur un an? Il dit, ben c'est ça un peu qu'il faudrait faire. Mais là, je dis, que c'est pas pratique. J'ai dit, moi, je vais le remplir, votre camion, une fois. Oui, c'est quoi le problème? J'ai demandé s'il était contracteur, s'il était payé au voyage. Ben oui, puis là, il dit non. Il dit, on est des employés de la ville. Mais là, il dit, bon, il va falloir que vous ayez une autorisation spéciale. Vous ne pourrez pas mettre... vous ne pourrez pas demander, vous ne pourrez pas nous appeler pour couvrir votre édifice une journée, puis que c'est fait. Non, c'est ça. Alors, on est à l'éco-centre mobile dans Saint-Roch. Le deuxième éco-centre, le premier est à Limoilou, Vieux-Limoilou. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que la ville permet aux citoyens qui sont plus loin des éco-centres normaux, dits standards fixes, de venir porter des déchets dangereux, des trucs qui ne vont pas ni dans le bac de recyclage, ni dans la poubelle. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que les citoyens des quartiers centraux avaient l'éco-centre de Montmorency. Et puis, dans le fond, cet éco-centre-là a été jugé désuet, là, donc ils ne l'ont pas remplacé tout de suite. Puis là, dans le fond, ce qu'on a ici, c'est un éco-centre qui vienne une possibilité, dans le fond, d'avoir les récupérations des matériels électroniques, les métaux, les liquides aussi, dont la peinture. Dans le fond, tout ce qui est de moins de 5 litres, là, dont un gallon de peinture standard, ça fonctionne. Il les récupère. J'ai des batteries, ça fait des années, là. Tu sais, j'avais un tiroir, là, avec des vieilles batteries. Un petit peu d'affaires électroniques. Ça, on le change. Ça, c'est un morceau de mon frigidaire que j'ai dû changer. Puis des vieilles affaires, là, je sais pas trop ça. Des bonbonnes. Ouais, les bonbonnes. Ça va pas dans le recyclage à cause de ça, hein? C'est ça? Aussi parce que c'est un matériel long qui pourrait devenir s'enrouler autour des bras des dans le centre de tri, c'est dangereux. Ça, c'est de la fibre optique. Ça, c'est de la fibre optique de l'ancien locataire qui était chez nous, que moi, j'ai pas fait. Oh, wow! Après ça, c'est pas du verre, mais je sais pas quoi faire avec. Puis je peux pas le mettre dans le bac... de déchets ou de recyclage. Je vais le mettre dans le bac bleu. Peut-être qu'il doit aller à la poubelle, mais je sais pas, fait que je l'ai amené. Ben oui, t'as bien fait. Puis un malheureusement, il est pété, là, c'était à ma grand-mère. Ah, un souvenir. Bon, ben oui, puis un paquet d'ampoules que je ramasse depuis 10 ans, là. Excellent, mon Dieu, c'est magnifique. Fait que c'est ça. Bon. Je peux vous les laisser si vous voulez un exemple d'un citoyen content, là. Garde-tu ton sac? On va voir ça ensemble. Ouais, il y a des cochonneries. Les salles. Principalement, on s'adresse aux... on les appelle les valoristes. On s'adresse à ceux qui font la collecte
des contenants consignés dans les rues, dans les poubelles, dans les parcs, un peu partout en ville. Donc, on sait qu'il y a de la difficulté à les vendre après avoir passé plusieurs heures à collecter, même l'été, l'hiver, à moins 30, etc. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise pour collecter des grandes quantités, en fait, de contenants, là, souvent. Puis après, c'est dur d'aller les vendre pour avoir l'argent. Puis nous, ce qu'on pense, c'est que ces gens-là, les valoristes, ils nous rendent service dans la ville, ils nettoient, ils font du ménage pour les lieux publics. Ils aident l'environnement parce que les contenants consignés, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans les poubelles, là, dans le bac noir, ou par terre, qui traînent dans les parcs, dans les rues. Puis ça, ça se retrouverait à l'incinérateur. Alors, on trouve qu'ils nous rendent service, puis qu'ils rendent service à l'environnement, de faire comme un peu des sentinelles un peu partout en ville, puis d'aller ouvrir les poubelles, les bacs noirs, puis de sortir, de détourner les contenants de verre, d'aluminium et de plastique qui sinon seraient brûlés à l'incinérateur, puis après qu'on respire. Donc, vraiment, on trouve ça beau, ils nous rendent service collectivement, puis on croit que la moindre des choses, c'est que ce soit facile pour eux de porter leur contenant pour recevoir leur argent. Fait que c'est là où nous, on a créé le projet, puis c'est dans cette fourchette-là là, qu'on intervient. Seulement, il y a 9 importés. Arrête, t'as tué, mais il les connaît. Une 30 cents. Moi, il faut regarder une par une pour savoir ordinaire. laquelle. Il met dans le kombucha 5 cents. 2 écrasés à 20 cents. 3. 5 cents. Les commerçants, les détaillants en alimentation, les épiceries, les dépanneurs sont obligés là, par la loi puis tout ça, oui, mais c'est pas appliqué comme il faut à 100%. C'est très complexe la consigne en fait, puisque c'est le liquide qui est consigné, non le contenant. Donc c'est difficile de savoir cette canette-là, est-ce qu'elle est consignée, celle-là non, pourquoi. Même les commerçants, il y en a qui ne comprennent pas non plus. Il y en a qui sont gentils, mais il y en a qui ont des problèmes avec les valoristes parce qu'ils amènent des grosses quantités, ils n'ont pas beaucoup d'espace. Ça rentre des bébites dans les commerces à côté de la nourriture, là. Fait qu'il y a même des enjeux de salubrité. Fait que nous, ce qu'on veut, puis pourquoi on milite, pourquoi on met tant d'énergie, c'est d'avoir des points de dépôt spécialisés, comme qu'il y a dans les autres provinces canadiennes, comme il y a dans d'autres pays. Pour avoir un endroit spécialisé pour le retour des contenants, que ça soit facile, que le citoyen, le valoriste, tout le monde puisse apporter tout au même endroit, puis qu'on ait un service convivial pour rapporter les contenants. Puis aussi, on milite pour élargir la consigne, évidemment, aux bouteilles d'eau, aux bouteilles de vin, parce que ça aussi, ça se retrouve à l'incinérateur puis dans la nature. Fait que voilà, c'est un peu ça qu'on fait. Quand on parle de justice environnementale, en fait, ce qu'on vient lier, c'est des questions de justice sociale que les organismes sociaux ont posées depuis plusieurs décennies au Québec et ailleurs, et des questions d'environnement. Donc, on vient lier les deux et on vient voir que toute question environnementale doit être posée avec le souci de voir quels sont les impacts différenciés pour des populations. On pense par exemple par rapport à des populations appauvries, mais on peut penser par rapport aux femmes, on peut penser par rapport aux personnes migrantes. Donc, l'idée, c'est que les questions de pollution, de mauvaise qualité d'environnement, etc., ont un impact plus grand sur des populations qui sont plus vulnérables, soit à cause de l'endroit où elles habitent, le quartier, etc., ou soit parce que déjà leurs conditions de vie sont détériorées, sont déjà minimales. Et ça se pose au Québec, ça se pose ailleurs dans le monde, ça se pose partout, ces questions-là de justice environnementale. Tout le monde est un citoyen. Le politicien est un citoyen aussi. Le politicien, c'est pas quelqu'un de complètement détaché du monde. C'est juste qu'il faudrait qu'il commence à écouter ses citoyens plutôt que d'écouter les entreprises. Il va falloir que, dans le fond, collectivement, on puisse avoir droit de parole. Collectivement, on commence à être écouté. Si on veut avoir le droit de réclamer des solutions globales, il faut qu'on pose nos propres gestes individuels.
Donc, nous sommes responsables de nous-mêmes et aussi de notre milieu. Mais puis nous avons des droits aussi comme personnes. Nos droits n'ont pas été... il faut qu'ils soient réclamés. Les lobbies réclament beaucoup de droits et de privilèges, mais les citoyens qui sont la masse, eux, leurs droits et leurs privilèges, est-ce qu'ils sont respectés? Donc, effectivement, il faut se prendre en main. Puis, citer ça, lorsqu'on aborde un vis-à-vis gouvernemental, on peut lui dire « Moi, je fais ma part. Je demande à l'État de faire sa part. » Ça devrait être une responsabilité partagée, santé publique, les municipalités, mais je pense que l'impulsion va sûrement venir plus des mouvements sociaux parce que c'est déjà des questions la question de la justice sociale, c'est déjà quelque chose pour laquelle ils sont mobilisés, puis donc, je pense que l'impulsion vient de là. On va le voir d'ailleurs, je pense à la manif, là, des groupes vont avoir, c'est sûrement des bannières en parlant de justice environnementale, justice climatique, là. Mais ça devrait être une responsabilité partagée. La santé publique devrait être proactive là-dessus. Les principaux freins à l'implantation du zéro déchet, tout d'abord, il faut l'appui des élus, c'est incontournable et ce n'est pas normal d'avoir à se battre pour faire valoir que c'est important de réduire les déchets et éviter le gaspillage des ressources. Ça prend donc une volonté politique à tous les paliers de gouvernement. Et c'est des actions qui sont à la fois citoyennes, qui sont nos gouvernements de proximité, le monde municipal, c'est notre monde provincial, c'est le monde fédéral et c'est aussi au niveau de la planète. Donc, si on attend que les autres agissent, il n'y aura pas d'action. Chaque geste que l'on pose, puis chaque sensibilisation que l'on crée au niveau individuel, ça se multiplie au niveau gouvernemental. La réponse à donner à ça, pour des raisons à la fois de justice sociale et de santé publique, ça serait vraiment d'examiner chacun des projets, chacun des aménagements, chacun des nouveaux équipements qu'on veut mettre en place, mais également tout ce qui existe déjà à partir d'un exercice formel et public qui prendra en compte deux questions. La première question, c'est est-ce que le projet en question ou l'équipement augmente le stress environnemental qui est imposé à des populations déjà vulnérables. Et il faudrait aussi aller même une coche de plus, c'est-à-dire se demander est-ce que ce projet introduit des actions qui sont favorables à la santé, en étant par exemple proactif par rapport à l'égard de mesures qui vont réduire le stress environnemental, réduire les îlots de chaleur, réduire la circulation automobile, réduire la présence d'industries lourdes qui vont être génératrices de polluants dans l'atmosphère. Donc, ça serait vraiment un exercice important à faire pour chaque nouveau projet et aussi par rapport aux aménagements existants. Est-ce que la clé, c'est de demander aux producteurs de dire « responsabilisez-vous, on va nous-mêmes recycler nos affaires ». Bien, comme je le mentionnais, dans le fond, l'entreprise privée n'a pas été prouvée capable de faire ça. À cette heure, prouvez-moi le contraire, montrez-moi que c'est possible, mais j'ai l'impression que sans action musclée de la part de nos gouvernements, on n'aura pas de qualité dans ça. Actuellement, on ne sent pas au mouvement zéro déchet que la question de la justice environnementale et de la nécessité de réduire les stresseurs environnementaux pour les populations les plus vulnérables est pris au sérieux par les autorités publiques. Pourtant, elle devrait être centrale dans l'aménagement des quartiers centraux. C'est un enjeu qui devrait être mis à l'ordre du jour et qui devrait aussi impliquer les personnes qui vivent des situations de pauvreté dans ces quartiers-là et les organisations qui travaillent avec elles. Donc, l'idée n'est pas de faire sans ces personnes-là, mais plutôt de faire avec ces personnes-là, de les mettre au cœur des discussions, des processus d'évaluation de ces projets-là. Donc, pour faire ça, ben, ça prend de l'éducation populaire parce qu'il faut être plus conscient de l'impact de différents facteurs sur notre santé. Ça prend des ressources pour les organisations pour pouvoir accompagner les personnes, mais ça prend aussi une volonté ferme des autorités publiques dans ce sens-là. Et là, aujourd'hui, hein, on se parle en 2019, le zéro déchet, tout le monde en parle, mais on en parle à l'échelle individuelle. Pour faire et c'est drôle parce que c'est à la mode, c'est de bon ton de parler du zéro déchet, mais je le rappelle, là, en 2004, personne n'en parlait.
Et de l'amener comme stratégie de gestion des matières résiduelles, c'était aussi assez ambitieux, mais ce qu'on voulait démontrer, c'est que d'autres le faisaient déjà et qu'il fallait complètement changer le paradigme si on voulait arriver à avoir une gestion vraiment écologiste des matières résiduelles, mais aussi à pouvoir un jour fermer cet incinérateur. Maintenant, ce qui serait à faire, c'est que les citoyens fassent pression sur le politique, et puis le politique adopte des politiques zéro déchet, donne les moyens aux instances gouvernementales inférieures. Là, mettons, le provincial permettrait au municipal de pouvoir appliquer des politiques zéro déchet pour influencer les entreprises. Et puis, tout ça dans le but d'augmenter la responsabilité, dans le fond, de tout ça. Les politiques zéro déchet auraient aussi un effet sur les citoyens. Donc, il y aurait des citoyens engagés qui feraient la demande des politiques et puis d'autres citoyens qui se feraient informer, sensibiliser, éduquer par rapport à ça. Donc, il y aurait comme un cycle, une amplification. Oui. Les écologistes ont un aspect moralisateur et c'est nécessaire. Toute société a invoqué des causes et des raisons morales. Aux États-Unis, actuellement, la morale, c'est les capitalistes à tout craint. Il ne faut pas nuire à l'économie, au développement du capital. Mais ce capital-là détruit la vie. Alors, est-ce que c'est moral de tolérer ce genre de comportement puis de critiquer ces comportements? Est-ce que c'est moral de laisser les privilèges à 1 ou aux 10% les plus forts de nos sociétés pour qu'ils en tirent des profits, et alors que les autres, les plus pauvres, assument les conséquences? Le Québec a commencé, on commence à toucher nos premières migrations écologiques. On veut déplacer Sainte-Marie-de-Beauce pour des raisons, parce que suite au réchauffement climatique, on veut déplacer certains quartiers de villes et reconstruire des villes. Donc, on assume des coûts. Donc, il faut aussi qu'on soit... On ne peut pas laisser aux autres nos responsabilités. J'ai entendu d'une personne de mon âge récemment, j'essayais de le sensibiliser aux conséquences du réchauffement climatique. Il dit, c'est pas grave, je vais être mort. En ce moment, le mouvement pour une ville zéro déchet, ce qu'on veut, c'est être ambassadeur, dans le fond, de ça. On veut être ambassadeur, on veut porter des nouvelles, on veut informer les gens, le public. On veut, dans le fond, se rendre plus loin. On veut transcender notre mode de consommation maintenant, actuel, dans le fond, qui tend vers la croissance infinie, une croissance du PIB qui est beaucoup associée à la consommation d'énergie et puis consommation de ressources. Nous, ce qu'on aimerait, c'est d'avoir pas une décroissance de la culture, une décroissance du savoir puis de tout ça. On veut une décroissance de la consommation. On veut être capable de consommer intelligemment et puis pour ça, il faut repenser le cycle de vie des produits. Une définition du zéro déchet serait de se demander si on consomme de façon, disons là, un peu pas appropriée, dans le sens qu'on consomme pour satisfaire des désirs et non combler des besoins. Le zéro déchet, c'est aussi appliquer les 5 RV, c'est-à-dire repenser, refuser, réutiliser, recycler et finalement valoriser. Alors, le zéro déchet permet de réfléchir au cycle de vie des ressources et de penser à arrêter notre surconsommation. Parce qu'un objet peut encore servir, si ce n'est pas à nous, ce sera à quelqu'un d'autre. Et puis, les gens, il va falloir qu'ils se conscientisent aussi. Il faudrait que les gens soient capables de penser à ça, à dire, lorsque j'achète, mettons, en lot au Club Price, tous des petits fromages emballés individuellement, c'est peut-être plus pratique pour mes lunchs, puis c'est peut-être plus pratique parce que je peux en manger un ou deux, puis tu sais, c'est des portions individuelles. Sauf qu'au final, le petit plastique, il a été produit, il a été ramassé, extrait en termes de pétrole. On a emballé le fromage, il y a une migration des particules de plastique dans le fromage, donc on s'empoisonne, et puis au final, on mange le fromage pendant 15 secondes, puis après on prend le plastique, puis on le jette. Tout ce qui est un déchet, vous l'avez payé. L'emballage, il était dans votre facture. Le sac d'épicerie, il était dans votre facture. Tous ces produits-là que vous aviez dans votre frigo, et que, une fois que vous avez cuisiné, vous les mettez pêle-mêle dans le sac de déchets, c'est là qu'ils deviennent des déchets. Jusqu'à ce moment-là, il y a réellement
des options pour faire des choses avec qui vont vous permettre de prolonger la vie de ces produits qui ont nécessité des investissements, des transformations, de l'énergie, des émissions, et qui risquent soit de se stocker dans des sites d'enfouissement où il n'y aura rien à récupérer, ou encore de prendre des filières qui vont créer de la richesse et qui vont permettre de mieux fonctionner avec moins de prélèvements sur les ressources de la planète. Tout notre mode de consommation est à revoir. Fait que ça commence par repenser le cycle des produits. Ça commence par gérer nos besoins, réduire nos besoins, les sortir du cycle, retirer, dans le fond, le désir de toujours consommer plus. Ça passe par, dans le fond, améliorer nos techniques d'extraction des matières naturelles, des ressources naturelles. Ça commence aussi à changer nos modes de fabrication, avoir un mode de fabrication plus intelligent, un mode de fabrication qui est, dans le fond, plus écologique. Un mode de fabrication qui nous mènerait à des produits plus durables, des produits qui sont plus faciles aussi à remettre dans le cycle. Et puis, dans le fond, notre utilisation des produits. L'utilisation des produits, il va falloir que le citoyen soit conscient que tout ce qui est consommé devra être remis dans le cycle ou éliminé. Être des personnes responsables face aux gestes de consommation, réfléchir notre action, réduire ce que le système économique prétend être nos besoins, qui sont en réalité nos désirs. Donc, c'est le même message. Et oui, il y a urgence d'agir. Et l'appel qui est très structuré, que fait le pacte, c'est il faut agir individuellement. Il faut agir également au niveau de nos différents niveaux de gouvernement. Il faut agir de concert également avec les industries. Donc, on connaît la recette théorique. Maintenant, c'est la mise en place d'applications qu'il faut enclencher. Donc, l'idée, c'est utilisons au mieux, faisons attention à nos affaires, faisons, dans le fond, des réparations sur nos produits. Puis dans le fond, essayons de minimiser, allongeons la durée de vie des produits pour que, dans le fond, on ait moins d'objets entre les mains. Puis vivre d'une façon simple, c'est aussi une façon de diminuer notre empreinte écologique. Dans le fond, l'idée, c'est qu'avoir une quantité phénoménale d'objets, ça nous mène à devoir les gérer. Dans le fond, il y a un coût, il y a un stress qui est mis là-dessus. Si j'ai, à chaque fois que je déménage, 2 camions de déménagement à déménager, bien, il faut que je les fasse vivre, ces objets-là. Il faut que je les entretienne, il faut que je les classe. Donc, en avoir moins. Donc, une simplicité volontaire, c'est aussi quelque chose qui va apporter, dans le fond, plus de détachement et plus de liberté à l'humain.